Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 1er mars. Devenir propriétaire est devenu un défi pour beaucoup dans un marché immobilier sous tension. Face à cette réalité, certains Polynésiens se tournent vers l'étranger pour chercher de la rentabilité. Une situation qui relance la question de la pression foncière et de l'urbanisme à l'approche des municipales. Pour en parler, nous recevons ce soir Philippe Couraud, membre de l'association Marama Whenua. Vanille et rhum en or et en argent. Au Salon de l'Agriculture à Paris, les exposants polynésiens raflent les distinctions. 6 médailles au total pour le Whenua, symbole d'un savoir-faire qui s'impose désormais parmi les meilleurs. Carbasses et nuisances sonores au cœur de la campagne. À Hitiautera, le phénomène relancé par des vidéos sur les réseaux sociaux s'invite dans les municipales. Les 5 listes en lice devront proposer des solutions face à un sujet qui divise. Et qui dit dimanche dit grand JT des sports. Nos journalistes reviendront sur l'actualité sportive qui a marqué la semaine. Football, kickboxing, voile ou encore rugby, sans oublier le programme à venir avec Oriano Tefo. Préparez donc vos crampons. Mais d'abord, un procès très attendu qui s'ouvre demain au palais de justice de Papeete. L'un des 2 frères impliqués dans le meurtre du jeune Manoa, 15 ans, sera jugé par le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. Rappelons que le corps de l'adolescent avait été retrouvé en septembre 2024 au pied d'une falaise à Mahina, 3 jours après sa disparition. Le mineur encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle en raison de l'excuse de minorité. Le procès se tiendra à huis clos sur 2 jours. Faut-il quitter la Polynésie pour devenir propriétaire? Face au prix de l'immobilier, certains investisseurs préfèrent regarder au-delà de nos lagons, vers les États-Unis ou encore la Nouvelle-Zélande pour sécuriser ou encore diversifier leur placement. Un choix stratégique mais soumis à des règles fiscales juridiques bien différentes. Éclairage depuis le Salon de l'immobilier avec Esther Cuneo et Thomas Chabrol. Rareté du foncier, prix élevé, marché sous tension, l'accession à la propriété reste compliquée pour une majorité de ménages. Acheter un studio coûte plus de 20 millions de francs. Alors certains investisseurs regardent vers les États-Unis pour acheter. Cette agence immobilière propose des biens à la vente à Détroit ou Cleveland, des maisons entre 8 et 12 millions de francs. Les prix de l'immobilier ont chuté après la crise des subprimes en 2008. Alors il y a pas mal maintenant de villes ou d'États où les prix sont remontés évidemment, mais on trouve encore beaucoup de villas pas très chères dans certaines villes, dans certains États. Non seulement les villas sont pas très chères, mais en plus il y a de l'activité économique, il y a de l'emploi. Donc en fait les maisons sont encore pas chères, mais on a des locataires et on a de la rentabilité. Des tarifs attractifs, mais ces villes restent marquées par un passé économique difficile. Diversifier ses investissements à l'étranger nécessite donc de bien connaître le marché, d'accepter le risque et de bien comprendre la fiscalité américaine. Autre marché américain ciblé, Las Vegas, qui séduit pour de l'investissement locatif. Alors c'est pas forcément plus simple, mais c'est surtout le fait de pouvoir accéder à un bien que l'on n'a pas ici. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un bien, le moindre studio, on va être entre 20 et 25 millions. Voilà, c'est-à-dire que, alors que si j'achète à Las Vegas, je vais avoir un F2 dans une résidence avec piscine, avec une salle du tennis, une salle de squash éventuellement, des services. Plus près du Whenua, la Nouvelle-Zélande, cette agence vend en moyenne une trentaine de biens par an. Les prix démarrent autour de 10 à 12 millions pour certains appartements, mais le marché est restreint. Mais on ne peut pas acheter ce qu'on veut en Nouvelle-Zélande. On est limité dans nos possibilités d'investissement, mais ce que font nos clients polynésiens, c'est d'investir dans ce qu'on appelle les appartements hôteliers. Appartements hôteliers qui sont des appartements qui sont confiés en gestion à un opérateur hôtelier qui est locataire de l'appartement et qui s'occupe pour le propriétaire de la gestion, de l'entretien et qui garantit le paiement d'un loyer mensuel, indépendant d'ailleurs de l'activité de l'hôtel. Un modèle présenté comme passif, mais là aussi, tout dépend de la solidité de l'opérateur hôtelier et des conditions contractuelles. Investir à l'étranger peut être une stratégie de diversification pertinente, mais derrière le rêve d'un placement international, l'investissement reste un pari qui doit être calculé. Et en plateau ce soir, Philippe Couraud, membre de l'association Marama Whenua. Yorana, Philippe. Bonjour à tous les Polynésiens qui nous écoutent.
Alors pourquoi? Alors on sait, hein, Philippe Couvreau, vous êtes membre de l'association donc de Marama Fénois. Vous souhaitez profiter de la campagne des municipales pour nourrir le débat sur l'urbanisme et le cadre de vie. Pourquoi est-ce important? Alors, Marama Fénois est une association qui réunit un groupe de personnes qui ont une certaine expertise et qui travaillent dans l'aménagement et l'urbanisme. Et effectivement, nous souhaitons sensibiliser la population sur l'importance de ces sujets. Très rapidement, l'urbanisme, c'est un petit peu la manière dont on organise notre vie dans nos quartiers, dans nos espaces. On fixe nos règles de construction notamment, les voiries. L'aménagement, c'est plus à une échelle un peu plus grande. C'est l'organisation des activités sur un territoire, les équilibres, l'importance des espaces naturels. Donc en tout cas, on voit bien que c'est deux sujets qui sont extrêmement importants pour notre cadre de vie et finalement pour notre qualité de vie. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets importants et des sujets qu'on appelle de proximité. Donc les élus communaux sont effectivement très concernés, puisqu'en réalité, leurs choix, leurs actions influent considérablement finalement sur ces deux domaines. Et pour cela, il faut du débat, il faut de la concertation, il faut de l'échange. Voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité effectivement à l'occasion de ces élections municipales mettre un peu ces deux sujets, si possible, au cœur. C'est un bien grand mot, mais en tout cas qu'on en discute le plus possible pendant la campagne. Alors on le voit, hein, de plus en plus de jeunes ménages ont du mal à trouver un logement. Résultat, donc même avec un emploi stable, beaucoup n'arrivent plus à se loger correctement. Alors comment les mairies, les communes peuvent-elles intervenir face à cette situation? Alors, l'outil principal pour une commune et pour la population de la commune, pour pouvoir influer justement sur l'urbanisme et sur l'aménagement, c'est le plan général d'aménagement. C'est un outil qui existe en Polynésie française, qui permet effectivement à la population et aux élus de vraiment discuter, de choisir justement les zones où on va pouvoir habiter, où on va concentrer le logement, les règles de densité, les hauteurs de construction. Est-ce qu'on va faire un étage, 2 étages, quel va être le pourcentage de surface construite sur la parcelle, la taille des parcelles minimum qui est extrêmement importante. Donc tout ça sont des éléments après qui vont influer sur notamment le prix de l'immobilier, la facilité à se loger et qui vont influer également sur le dynamisme du marché de l'immobilier. Donc oui, les maires, les élus ont la possibilité d'influer sur l'accès au logement dans leur commune au travers notamment ces plans généraux d'aménagement. Alors, vous évoquez une évolution législative, la proposition de loi organique modifiant l'article 43.2 du statut de 2024 qui confirme donc le rôle du maire en urbanisme. Quel pouvoir supplémentaire donne-t-il ainsi au maire concrètement sur le sujet? C'est un sujet un petit peu technique. Il faut savoir que déjà, avant cet amendement statutaire, cette modification du statut, les maires avaient déjà de larges possibilités d'influer et d'agir donc sur l'urbanisme et l'aménagement au travers des PGA, bien sûr. Et ils avaient même la possibilité de demander au pays, en tout cas d'affirmer qu'ils voulaient délivrer eux-mêmes les permis de construire. C'était déjà prévu dans les textes. Mais c'était une démarche assez complexe. Et à ce stade, aucun maire n'avait fait cette demande. Aujourd'hui, avec cette compétence d'urbanisme qui est d'emblée donnée aux mairies, on va dire que ça va légitimer beaucoup plus les avis du maire sur les différents projets qui lui sont soumis. Aujourd'hui, le maire se positionnait souvent sur les problématiques de desserte, les problématiques d'eau, notamment les problématiques de déchets, mais c'était un petit peu tout ce qu'on lui demandait. Là, il aura une vraie légitimité quand même pour indiquer si tel ou tel projet s'intègre de manière harmonieuse dans sa commune. Alors en parlant de communes, vous rappelez dans vos documents, seules 16 communes sur 48 disposent aujourd'hui d'un PGA. Comment expliquer ce décalage? Alors moi je vais plutôt voir le verre à moitié plein. 16 communes, il faut voir que c'est quand même 74% du territoire de Polynésie et plus de 50% de la population qui finalement vit dans une commune dotée d'un PGA. Donc c'est quand même déjà une avancée et certaines grosses communes sont en train de finaliser leur PGA. Je pense notamment à Faa qui a quasiment terminé, à Aroué qui est en cours. Donc progressivement, on va dire que ces plans généraux d'aménagement prennent un petit peu le dessus sur l'espace et en Polynésie. Après, ce sont des démarches quand même qui sont longues, qui sont un petit peu compliquées. On a des communes qui ont déjà démarré des PGA, qui n'ont pas réussi à aller au bout. C'est compliqué de le faire à cheval sur deux mandatures. Donc ça peut expliquer un petit peu, effectivement, le fait que 16 communes seulement sur 48 aujourd'hui ont un PGA. Par ailleurs, dans les communes les plus éloignées, dans les petites îles,
les enjeux d'urbanisme sont beaucoup moins complexes et donc nécessitent moins la prise en main par les élus. Alors, est-ce que la Polynésie a du retard par rapport aux Outre-mer, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose de fondé, ce qui se dit? Alors, moi, je n'ai pas d'abord une connaissance suffisamment fine de tous les Outre-mer pour pouvoir faire vraiment des comparaisons abouties. La Polynésie, aujourd'hui, en tout cas, elle est déjà, par ailleurs, dotée d'un schéma d'aménagement général au niveau global. Elle dispose de ses outils PGA. Donc, en termes de moyens juridiques, on va dire qu'elle est tout à fait outillée pour pouvoir véritablement faire de l'urbanisme et de l'aménagement. Après, on peut toujours effectivement comparer, dire qu'il y a encore quelques équipements structurants peut-être qui pourraient être déjà réalisés. Mais voilà. En tout cas, on est dans une dynamique et les choses vont avancer dans ce sens. Merci beaucoup, Philippe Coureau, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Place à présent à cette parenthèse de lumière au cœur de Papeete. Hier soir, le traditionnel défilé des lanternes a marqué la fin du Nouvel An chinois dans le centre-ville de Papeete. Dragons colorés, danses et lanternes scintillantes ont accompagné le cortège de la mairie jusqu'au temple Kanti. Un moment de partage organisé par la communauté chinoise de Tahiti pour accueillir l'année du cheval de feu. On écoute Aline Flore, présidente du Sinitong, au micro de Thomas Chabrol. Ces 15 jours ont été très très intenses. Donc l'attente du public est énorme. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire. Et c'est une fête qui termine justement les festivités. Donc les lanternes, ça devient normalement, c'est grandiose en Chine. C'est vraiment fabuleux. Donc c'est un festival. Voilà, donc tout le monde est content de venir avec sa petite lanterne et puis malgré que le soleil est encore un peu haut, mais on va s'y faire. Direction Paris où l'on célèbre aussi nos savoir-faire. La 62e édition du Salon international de l'agriculture s'achève sur une véritable moisson de médailles pour les exposants polynésiens. Vanille et rhum ont été distingués par plusieurs médailles d'or et d'argent, confirmant l'excellence des produits du Fénois. Un succès qui renforce la place de nos produits sur la scène internationale. Coralie Auberti était sur place. Le savoir-faire polynésien a une nouvelle fois rayonné au Salon de l'agriculture. 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent ont été décernées à la Polynésie. Au village du Pacifique, la vanille de Rupé a remporté la première place. Très content de gagner encore une deuxième année consécutive. Cela prouve que notre travail a été bien récompensé et reconnu par le concours général Agricom. Cette année, 2 producteurs repartent avec la médaille d'or. Une récompense qui témoigne de la qualité de production de la vanille de Polynésie. Aux artisans pâtissiers, nos distributeurs sont contents de ce prix-là. Je veux bien passer une 3e médaille consécutive. Cela sera dur, mais on fera tout possible pour revenir l'année prochaine. Du côté du rhum, 4 médailles ont été distribuées, dont une en or. À la première place l'an dernier pour son rhum blanc, Didier finit 2e cette année. On est très content. Ce rhum-là, c'est la 3e année qu'il est médaillé. Et la médaille d'or, elle a changé de côté. Elle est passée chez le producteur de la canne. Laurent plante depuis 20 ans de la canne à sucre sur l'île de Taha. Son rhum blanc médaillé d'argent en 2024 a remporté l'or pour la première fois cette année. On cumule un petit peu les médailles, donc ça confirme en fait la qualité de nos rhums. La médaille rassure en fait ceux qui consomment nos rhums au quotidien. Et ça nous permet aussi d'accéder à de nouvelles personnes qui ont entendu parler de la médaille et qui n'étaient pas prêts peut-être à acheter un rhum de Polynésie et qui viennent en fait grâce à la médaille. Manoutéa a quant à lui remporté 2 médailles d'argent, une pour son rhum blanc, l'autre pour son rhum vieux. Notre rhum vieux, c'était la première fois que nous le présentions à un concours et on est ravis d'avoir eu une médaille directement d'argent sur cette référence. On est la seule distillerie qui a eu ces 2 médailles. On est très fiers forcément et moi je suis vraiment fier du travail qu'on a accompli. Contrairement au rhum des Antilles reconnu depuis plusieurs centaines d'années, le rhum polynésien se fait une place sur le marché depuis 2015 et pourtant depuis 5 ans, les médailles tombent à chaque édition. C'est une reconnaissance pour la qualité de nos produits, ça c'est bien la toute première base. Mais ensuite, on a une démarche d'indication géographique qui a été engagée. On doit prouver à tout le monde qu'on est fiable, qu'on est régulé dans le temps, y compris sur notre qualité. Toutes ces médailles, c'est le reflet de notre travail, c'est le reflet de la qualité de nos produits, c'est le reflet du savoir-faire sur les rhums de Polynésie. On a toute notre place parmi les meilleurs rhums du monde, je crois, aujourd'hui.
Des médailles qui prouvent une fois de plus que ces filières s'affirment et rayonnent au-delà du Pacifique. Et à quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux. Hier soir à Papeete, un grand rassemblement de la liste Taman au Papeete de René Temeharo a réuni une forte mobilisation du public. La soirée a été marquée par la présentation officielle des colistiers, une équipe que le candidat décrit comme soudée et engagée pour l'avenir de la commune. Les échanges avec les habitants ont été nombreux. La rencontre s'est conclue sur un appel à construire ensemble le Papeete de demain. Autre rassemblement, cette fois du côté de Fa'a, où le quartier général du Tavini, Huiratir'a, a accueilli une soirée de mobilisation autour de Oscar Temaru, candidat à un 8e mandat. Militants et sympathisants sont venus nombreux dans une ambiance centrée sur l'unité et la préparation de la campagne. Toujours à Fa'a, parmi les 4 listes en lice, celle de Wilson Tokoragi, à la tête de Tefana To'uaia, ce retraité de la mairie et militant de longue date du Tavini Huiratir'a a présenté officiellement ses colistiers hier. Il place au cœur de son programme la proximité avec la population, la sécurité et la qualité de vie, des priorités qu'il juge insuffisamment prises en compte par l'équipe municipale actuelle. Selon lui, un changement à la tête du conseil municipal est aujourd'hui nécessaire. À Hitiautera, c'est un sujet qui cristallise les tensions. Les carbasses, apparues en 2023, ces installations ont poussé la municipalité à poser des rochers pour tenter d'endiguer le phénomène également présent dans les communes voisines. Des vidéos récentes ont ravivé la polémique. Quelle réponse des 5 listes candidates? Éléments avec Tohiti Tonyomusan. Ces images ont fait le tour de la toile. Cette situation, la commune de Hitiautera l'a également vécue, puisque ces carbasses se rassemblaient à Papeanana, puis à Mahaena et enfin sur la route de Nive. En raison de nombreux débordements sur fond d'alcool et de stupéfiants en présence de mineurs, tous ces sites ont été fermés au public en décembre 2024. Pour Émile Paoufei, responsable du sport et de la jeunesse à Tiarei et tête de liste à Hireya Hitiautera, le constat est alarmant face à un fléau qui se répand. Il y a un exemple, c'est Bora. Ce qu'on veut aussi qu'on fait dans Hitiautera, on vient réglementer la zone, tout, et même l'association, tout ça. Hein, mais vous aussi, les familles, hein, il faut que vous preniez aussi votre responsabilité. Car pour les 2 maires historiques de la commune, le sujet n'est pas nouveau. Henri Flore, maire sortant et tête de liste de Hoturau, se dit prêt à proposer une réglementation et un encadrement, une piste également avancée par la liste Tapura Amui, emmenée par Dauphin Domingo, qui lui privilégie la sécurité et la tranquillité de ses administrés. On n'est pas là pour faire de la répression aussi, hein. C'est aussi l'aspect communication qui est important. Je pense que le fait que l'on puisse cadrer un peu tout ça, que l'on puisse dédier des espaces d'expression pour ces jeunes, ça serait quelque chose de formidable. Et donc réglementer, est-ce que ces jeunes-là sont d'accord? S'il faut réglementer pour nous, ok, trouver un endroit, on est prêt. On est prêt à leur proposer un endroit, mais à réglementer. Pour nous, réglementer, s'il y a des mineurs, il faut les accompagner. Tout ce qui est stupéfiant, là, on arrête. Hein? Ça, s'il faut leur dire de stopper ça et ça et ça et ça, est-ce que les jeunes sont d'accord aussi? Mais pour nous, il faut réglementer, c'est le seul moyen. Pour arrêter ces bêtises. Hein? Car il en va de la responsabilité de tous, comme l'a rappelé Camélia Taupupapin de la liste Teuiho, et seule femme en course à Hitiautera. Occuper les jeunes, les encadrer et les sécuriser, c'est aussi le credo de Vincent Maono, tête de liste Tavini. Douanier à la retraite, il préfère travailler avec la jeunesse dans son ensemble plutôt que de focaliser sur les carbasses. De ne pas priver l'administré de son droit d'aller où il veut, d'aller où il va. On parle de carbasses, nous on n'est pas là pour les carbasses sauvages. Hein. Carbasses, c'est un peu le sujet qu'on met un peu de côté. Ça,
Notre façon de répondre, c'est d'attirer dans d'autres activités, dans le sport, dans la culture, faire des expositions. Tu vois, pourquoi pas dans le phare pour faire envoyer dans le machin. Avant, maintenant, Tiari et Papeno, c'était des grands agriculteurs. Vous êtes autorisé de telle heure à telle heure. Ensuite, on ferme le site. Au moins, vous avez passé du temps à votre passion. Après, si c'est pour se rassembler pour la beuverie, je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Si la commune autorise certains passionnés à se rassembler à la Maroto, 2 listes ont déjà rencontré le président du pays pour obtenir un site. Celui de Hitiaa serait envisagé. Contrairement à ces rassemblements informels, une journée car audio organisée à Teahupo s'est déroulée aujourd'hui sous encadrement officiel. Les autorités et les services de sécurité ont été mobilisés pour assurer son bon déroulement. Et du côté de Faoné, théâtre des derniers platchoirs, les gendarmes et les mouteuils ont répondu présents hier soir pour veiller à la libre circulation des véhicules et à la tranquillité des riverains. L'occasion pour le Haut-Commissariat de rappeler que l'installation de carbasses sur la voie publique constitue un délit d'entrave à la circulation routière. C'est la fin de cette page municipale, une campagne donc que nous suivrons jusqu'au scrutin. Et ainsi s'achève la première partie de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve vendredi prochain. Place à présent à l'adrénaline du sport. Je vous laisse entre de très bonnes mains. Oriane Tefao, bonsoir. Bonsoir Mika et merci à toi et Yorana, à tous. Au programme de ce soir, course à pied, sport de combat, sport collectif, surf et de la voile avec notre invité Billy Besson, champion du monde et fierté du Fénois. Allez, à mon pas une seconde, le sport, c'est maintenant. Direction Mahina, hier, la Venus Aurea Race a réuni plus de 150 coureurs sur un circuit court mais intense, 6 km et 2 ascensions à Tara. Tout de suite, les détails dans ce reportage. Le top départ est donné à la pointe Vénus. Très vite, les coureurs se dirigent vers la principale difficulté du jour, la montée du Tara. Les athlètes devront le franchir 2 fois. En tête du peloton, le spécialiste du trail Mathias Girardet impose son tempo. À sa poursuite, on retrouve Kylian Barakosa, Mathis Neige, Thomas Lacomar et Pacom Sergent. Mais ils ne referont jamais leur retard sur l'homme de tête. Mathias Girardet continue de dérouler. Il s'impose dans les jardins du Tara avec un temps canon, 21 minutes et 19 secondes. À plus d'1 minute du vainqueur, Thomas Lacomar prend la 2e place. Le podium est complété par Mathis Neige. J'ai pas trop regardé derrière honnêtement, donc l'avance je ne sais pas, mais c'est vrai que je pense qu'on était un petit groupe encore au bas de la première montée. Et après j'ai pris un peu l'allure en main dès le premier pied en fait. Et je pense que c'est là que je me suis décroché. Ouais. À partir de là, après j'ai fait la course tout seul en fait. Pour l'instant je prépare le marathon de Montréal dans 4 semaines. Alors j'avais envie de me challenger un peu sur une course. Du côté des dames, pas de surprise. Amandine Matera, résidente de Mahina, domine la course. Jamais inquiétée, elle s'offre un top 10 au scratch avec un chrono de 23 minutes et 52 secondes. Je me dis de ne pas partir trop vite et comme d'hab, je pars trop vite. Mais là, vu qu'il y avait un bon peloton et qu'il y avait bien du vent de face et que derrière il y avait un trou, j'ai accroché au début en 3,30. De manière, je savais que ça allait monter après, donc au pire, j'ai laissé quelques cartouches sur le plat, c'est pas grave. La stratégie, c'était de faire avec les sensations et la configuration de la course. Et c'est comme ça aujourd'hui, partir fort et être coupé du vent par le peloton. Une course aussi brève qu'intense, un format très particulier qui pourrait faire de la Venus Aurea Race un rendez-vous incontournable de la course à pied au Fénois. Des coups précis de l'engagement et beaucoup de talent. Ce week-end, les interclubs de kickboxing du Tinitai Boxing ont rassemblé 82 combattants autour de la passion du K1. Huanuyato Hiva nous plonge au cœur de cette relève. Pied-point, regardez. 41 combats, 8 clubs de Taha, Moria et Tahiti et des combattants de 7 à 37 ans sur le ring. Les interclubs du Tinitai Boxing ont offert du rythme et du spectacle, une belle vitrine pour la relève du pied-point qui lance la saison dans une ambiance électrique. On a fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de sparring, même le samedi. Et je suis fier de mon combat. Comme mon adversaire il faisait que d'attaquer bêtement, donc du coup ma tactique c'était de mettre des front kicks pour que je le repousse et que j'attaque ensuite, c'est tout.
L'événement a aussi attiré des combattants de MMA venus travailler leur frappe et gagner en expérience. Un mélange de disciplines qui élève le niveau et renforce l'esprit d'équipe de chacun. J'ai jamais fait de combat kickboxing, boxe ou muay thai. C'est une première pour moi aujourd'hui. Et de savoir que l'autre il est bon en face et il est spécialisé dedans et qu'il revient de l'Amérique, ça me fait aussi travailler sur gérer la situation, rester dans le moment présent et faire de mon mieux lors de l'affrontement. Après avoir coaché tout au long de la journée, l'organisateur Tinitoa Tiapoy s'est lui aussi prêté au jeu et a enfilé les gants pour montrer l'exemple et continuer à partager sa passion. Ouais, en Muay Thai, c'est une grande famille. Tous les clubs de Muay Thai sont toujours là, les coachs, toujours là à se prêter au jeu. Dès qu'on les invite, ils sont tout de suite dedans. Et puis, il restait un combattant, donc je me suis proposé par la suite. Et puis, ça fait toujours plaisir de remonter, de remettre les gants. Prochain rendez-vous pour les fans de pied-point le 14 mars avec les interclubs du Team Arupa. Une nouvelle occasion pour ces jeunes talents de continuer à grandir coup après coup. Et dernière journée de sélection optimiste avant la Nouvelle-Zélande. Hier matin, 11 jeunes navigateurs ont pris le départ sur le plan d'eau d'Aroué pour tenter de décrocher leur place. Vent très faible, conditions piégeuses, la tâche n'était pas simple. Les détails dans ce reportage. Petit temps, courant et algues dans le lagon, les conditions sont techniques. 4 manches s'enchaînent malgré un vent léger et la tactique devient un vrai casse-tête. Il faut savoir que dans le gros temps, c'est dur physiquement, mais c'est plus facile de barrer son bateau dans le gros temps. Et dans le petit temps, il faut réellement être concentré sur le vent bouge beaucoup. Il y avait les phénomènes de courant, c'était pas simple. Il y avait des algues, beaucoup d'algues aussi. On a vu certains compétiteurs prendre des algues dans la dérive, ne pas s'en rendre compte et se faire dépasser par d'autres concurrents. Ça, c'est un problème aussi qu'il faut régler. Moi, je sais que les algues en Nouvelle-Zélande, il y en a beaucoup. Ici, on n'est pas habitué à ce genre de situation. Et donc, c'était très bien aujourd'hui, là, justement. Car en Nouvelle-Zélande, les jeunes Tahitiens devront composer avec un paramètre qu'ils connaissent peu, les marées. Courant et clapot court, un environnement bien différent du lagon de Tahiti. Mais ce matin, sur le plan d'eau d'Aroué, les 11 jeunes navigateurs affrontent le petit temps, où la concentration est la clé et la moindre erreur se paye cash. Pas très bien. Moi, j'ai du mal avec le petit temps. Je suis plus physique que stratégie. Et j'ai fait des mauvaises manches aujourd'hui. D'autres reconnaissent que la stratégie prime sur la puissance dans ces conditions. Déjà, il faut faire un bon départ. Après, il faut se concentrer et il ne faut pas trop tirer la voile. Sinon, après, tu pars avec le courant. De se concentrer, faire des beaux virements, de ne pas lâcher la course, de ne pas abandonner. La sélection définitive sera bientôt connue. 3 jeunes représenteront Tahiti du 4 au 7 avril. Départ le 30 mars pour une courte phase d'adaptation. Et on garde la grande voile levée. Ce soir, nous recevons un invité d'exception originaire du Fénois, Billy Besson, figure majeure de la voile internationale. Il a appris à naviguer sur les eaux de Tahiti avant de s'envoler vers une carrière professionnelle au plus haut niveau. À son palmarès, 9 titres de champion du monde en OPI 4, Dart 18, Formule 18 et Nacra 17, discipline dans laquelle il a représenté la France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 aux côtés de Marie Rioul. Sera ensuite skipper de l'équipe française en selle GP à la barre des impressionnants catamarans F50. Toujours profondément attaché à ses racines polynésiennes, Billy incarne l'excellence et la passion de la voile. Yorana, Billy, et bienvenue sur notre plateau. Yorana, merci. Alors tu es en séjour au Fénois, qu'est-ce que tu deviens, Billy? Exactement, je suis au séjour au Fénois. Je deviens... Qu'est-ce que je deviens? C'est une bonne chose. Non, je suis moniteur. Non, je suis toujours compétiteur. Exactement. Je fais de la voile en Suisse sur des bateaux volants, pareil, des catamarans volants, où on est 6 à bord. Et il y a un tournoi, comme une Coupe du Monde, exactement, tout le long de l'année. Et donc, du coup, je fais ça comme bateau. Donc je fais encore du bateau. Tu fais encore du bateau. Exactement, je m'amuse. Et qui l'eût cru, parce que je pensais pas faire ça toute ma vie, mais en fait, c'est quand même sympa de faire ce qu'on aime
toute sa vie pour l'instant. Je touche du bois, non c'est du verre, mais je touche du bois. Alors on a pu voir le reportage avec ces jeunes régatiers. Est-ce que tu t'es replongé dans ta jeunesse en voyant ces images? Exactement, en fait je les ai vus cette semaine en tout cas évoluer. Et je trouvais ça incroyable parce que j'avais vraiment l'impression de me voir en optimiste quand j'étais tout petit et que j'apprenais les bases en tout cas du fondement de la régate. Parce qu'en fait, de la voile, mine de rien, il y a de la stratégie, de la tactique, les courants, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'activent. Et j'avoue que c'est vraiment sympa de voir en fait l'apprentissage des enfants et le moment où ça percute et le moment où en fait justement ils apprennent à faire ça, quoi. Donc ça, c'est sympa. Alors tu es d'exemple maintenant pour eux. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quels seront les obstacles dans le haut niveau à franchir? Qu'est-ce que je le conseillerais? En tout cas, c'est garder la motivation, avoir de la pugnacité, on va dire, ne pas abandonner. C'est rigolo, j'entendais un gamin justement dire il ne faut pas abandonner parce que c'est jamais fini. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce message-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. La vie est dure pour tout le monde, et même pour un sportif en tout cas. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de garder le cap. Et quelles ont été les grandes étapes dans ton parcours que tu retiens? Franchement, en premier, bien sûr, l'éloignement. Quand on part en France, il y a l'éloignement de la famille, bien sûr. Mais surtout, en fait, il faut rester concentré sur ce qu'on fait. Pourquoi on est là? Parce qu'on est là parce qu'on aimerait bien performer dans notre domaine, être le meilleur. Donc rester concentré dessus jusqu'à ce que l'objectif arrive. Et sportivement, qu'est-ce que ça demande? De l'engagement physique aussi, tous les jours, de l'organisation? Exactement, en fait, clairement, oui, ça demande beaucoup d'organisation, du physique, bien sûr. Quand on fait partie de l'équipe de France, on demande beaucoup, en tout cas même dans le médical, on est suivi médicalement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des jours de présence sur l'eau où en fait on va s'entraîner. Et en moyenne, s'il faut vraiment atteindre le gros niveau, c'est entre 280 jours à 310 jours à l'année. C'est-à-dire que c'est un gros engagement qu'il faut quand même pas négliger en fait. Il ne faut jamais négliger l'objectif que l'on veut atteindre en tout cas. Peu importe l'objectif que l'on se fixe, mais en tout cas, il ne faut pas le négliger, il faut le faire bien et il faut essayer de tout donner pour le faire. Quelle est ta vision sur le niveau local ici? Franchement, j'avoue que c'est un peu cyclique, hein. Il y a eu des hauts et puis des bas. Et là, on est sur une dynamique, je trouve, en tout cas, assez bonne. Je sais qu'il y a les Jeux du Pacifique l'an prochain. Et clairement, je sais que les jeunes qui sont là, en tout cas, n'iront pas. Mais par contre, je vois qu'ils ont le talent, le goût d'envie, le goût de l'envie de bien faire. Et ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que ça va leur donner des capacités à être présents et à donner envie, en fait. Alors, juste pour terminer ma question, l'année prochaine, ce sont les Jeux du Pacifique. Est-ce que tu représenteras le Fénois pour ces Jeux? Ce qui est sûr, c'est que j'aiderai au maximum le pays pour avoir le plus de médailles possible. Super. On se donne rendez-vous donc l'année prochaine. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous sur le plan d'eau la prochaine. Merci à toi. Maloulou. Allez, tout de suite, on continue avec le reste de l'actualité à l'international et au Fénois en bref et en images. Hier, les championnats de France de développé couché ont réuni les meilleurs athlètes de l'Hexagone. 2 représentants de Bora Bora étaient au rendez-vous dans la catégorie Open Senior plus de 120 kg. Malone Tapi découvre la scène nationale avec une charge de 230 kg. Il décroche la 2e marche du podium juste derrière Romuald Massé qui valide 245 kg. Dans la catégorie Master 1, Tario Tereharoa domine sa compétition. Assuré de l'or, il soulève 225 kg et décroche un 4e titre national. Une performance qui confirme sa régularité et son statut de champion dans sa catégorie. 2 Tahitiens, 2 performances remarquables et un message clair. Bora Bora sait aussi rivaliser avec l'élite française sur les bancs du développé couché. Rentrée réussie sur le ring pour Tautua Dauphin. Le Tahitien a disputé hier en France son 7e combat chez les professionnels. Une confrontation éclair pour le boxeur de 26 ans qui s'impose dès la 2e reprise après un coup au foie de son adversaire.
Tautoa Dauphin signe là sa 6e victoire en 7 combats chez les professionnels. Le Tahitien enchaîne avec une nouvelle confrontation la semaine prochaine en Bretagne. Pour la première fois au Fénois, 3 salles de CrossFit s'associent pour organiser les Open, l'événement mondial de référence pour la discipline. Hier, la salle de CrossFit Pop a accueilli plus d'une centaine d'athlètes débutants comme confirmés pour le premier WOD ou entraînement imposé. Le tout dans une ambiance survoltée et solidaire. Les 2 prochaines journées des Open se tiendront dans la salle de Black Box puis de Goat CrossFit. Objectif, renforcer les liens entre pratiquants et faire grandir la communauté CrossFit au Fénois. Ça a été l'occasion effectivement de réunir toute la communauté et surtout de réunir les 3 box dans un seul but, au final c'est le sport et le CrossFit. Et d'avoir une journée de communion, en fait 3 journées de communion. En tant que crossfitter, c'est un événement annuel. Avant, dans n'importe quelle box et la nôtre, c'était plutôt perso, c'était entre nous, communauté de la salle. Mais ouais, là cette année, on avait besoin d'un peu plus et comme le CrossFit augmente ici, let's go quoi. Jeudi soir, à l'Institut de la Jeunesse et des Sports, les contrats de délégation de services publics ont été signés entre les fédérations sportives et le ministère des Sports. 32 fédérations disposent d'une DSP avec une durée portée à 8 ans contre 4 ans auparavant. Une nouveauté destinée à offrir davantage de stabilité et de visibilité au mouvement sportif. Ces DSP fixent le cadre du développement, de l'encadrement et de la promotion du sport au Fénois. Seules les fédérations de boxe ne disposent d'aucune délégation de service public. On a changé un peu notre façon de faire au niveau du pays en créant un contrat de délégation pour pouvoir suivre en fait les différents projets des fédérations sur plusieurs années. Ça nous permet nous de pouvoir anticiper les financements suffisamment en avance pour pouvoir permettre aux fédérations d'avoir leurs subventions, leurs dotations suffisamment tôt dans l'année pour pouvoir fonctionner correctement tout au long de l'année. Allez, changement tactique, place au collectif. Et pour analyser le jeu, on fait entrer notre spécialiste Hoanui. Yorana Hoanui. Yorana Oriano, Yorana à vous tous qui vous nous regardez ce soir. Alors, après le rugby à 7, le rugby à 15 fait son grand retour. Effectivement, des duels accrochés, du suspense jusqu'à la dernière minute et des scores très serrés. Hier au stade de Punaru, les rugbyman ont lancé la saison du rugby à 15. Des affiches au sommet pour lancer la saison avec des champions déjà bousculés. Retour sur cette soirée très intense sur les images de Mika Delattre. Le ton est donné pour cette nouvelle saison. Le vainqueur de la Coupe de Polynésie, Pape Été, affrontait le champion en titre FAA. Une rencontre serrée, engagée, où chaque point a compté. Malgré une belle résistance des joueurs de la capitale, FAA fait parler son expérience et s'impose 22-19 au terme d'un duel intense. Très belle opposition de Pape Été, de gros avant, et 3 quarts qui vont vite. Donc, après, on s'est serré les coudes, on a bien défendu, donc ça a fait l'affaire. Ouais. On s'est un peu mis des bâtons dans les roues, surtout dans les attaques. Mais en vrai, très dur de jouer contre eux et félicitations déjà pour eux pour la coupe. Et on est ravis de les avoir gagnés ce soir pour le premier match. Dans l'autre affiche, Punawi a recevé Manoura. Les locaux démarrent fort et mènent 14-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, Paea hausse le ton et relance totalement la rencontre. Punawi conserve finalement l'avantage et l'emporte 19-17 devant son public. Écoute, on l'a vécu, c'est un combat, vraiment. Après c'est le rugby, c'est des valeurs de respect aussi, etc. Mais voilà, on est là pour gagner et non plus nous on est à la maison, donc on a les supporters et voilà, même dans l'adversité, il faut savoir être fair-play mais aussi être combatif, quoi. Une première journée engagée mais avec peu de fautes et beaucoup d'intensité. De quoi satisfaire la fédération qui voit déjà les bases d'un championnat prometteur. On n'a pas vu beaucoup de pénalités ce soir, c'était pas trop mal. On n'a pas vu beaucoup de ballons tomber non plus, c'était assez propre pour un match de reprise, pour une première journée de championnat, c'est plutôt pas mal. Et puis je suis sûr que les équipes vont continuer à s'entraîner, à progresser, on va voir de plus en plus de belles affiches. Dans la troisième affiche, les rugbyman de Moorea affrontaient Pirée à domicile et s'imposent sur le score de 26-12. Un démarrage serré et spectaculaire qui annonce une saison disputée. Après le ballon ovale, les adeptes du ballon rond ont aussi fait des étincelles. Les 8e de finale de Coupe de Polynésie de football ont offert plusieurs rencontres spectaculaires, dont une particulièrement marquante. La leçon du jour, inutile d'aligner 5 attaquants quand on a Manari Porlier dans son équipe. Opposé à la STI Arapu, Tiare Teiti de Moorea a rapidement pris l'avantage. Dès la 11e minute, Manari ouvre le score et ne s'arrêtera plus. Intenant face au but, il inscrit à lui seul 7 réalisations. Kimi Hautufariu réduira l'écart à la 55e minute pour la STI Arapu, mais cela restera anecdotique. Score final sans appel, 7 buts à 1.
Ils retrouveront en quart de finale Poueu, Excelsior, Tiare Hinano, Mira, Tefana et l'AS Pirée. Alors j'ai entendu dire qu'il y aura aussi du basketball la semaine prochaine. Exactement. Si comme Oriano, vous êtes aussi fan de basketball, ça tombe bien. Le championnat fédéral est de retour pour la 16e journée, avec notamment le choc Punaru contre Feipi mercredi dans la salle de Utumoro. Voilà donc pour l'actualité sportive de cette semaine, mais ne quittez surtout pas. Sortez vos planches parce qu'on va partir sur l'Oriano, n'est-ce pas? Oui, merci Ouanou, je veux que tu restes concentré. Allez, 15 jeunes talents de Tahiti de l'Hexagone, tous réunis pour viser le très haut niveau. Le projet Héritage, fondé par Jérémy Flores, accompagne la nouvelle génération de riders vers l'élite mondiale. Après une semaine à Rangiroa, le groupe est de retour à Tahiti pour un stage intensif. Nous étions avec eux. Donc là, ça sera un temps fort encore. Et après, individuellement, on vous prendra pour travailler un autre truc. Vous aurez deux consignes, un collectif et un individuel. Ici, on entre dans le détail. Travail technique, stratégie, sécurité sur le récif, préparation mentale. Chaque surfeur est observé, analysé, corrigé. Tous les jours, ça va être surtout en fonction des conditions. En fonction des conditions et surtout en fonction aussi de ce qu'eux doivent travailler, sur les points à améliorer. Et consolider leurs points forts. Le staff est dense. Jérémy Flores, Michel et Kevin Bourès, Tereva David ou encore Paulinado. Une diversité d'expériences entre circuit mondial et équipe de France. L'idée, croiser les regards pour donner à chaque jeune des consignes précises et cohérentes. C'est vrai que moi je m'inspire un peu de la carrière que j'ai eue et j'avais une approche assez rigoureuse de la compétition et je pense que voilà, pour certains ça peut être des choses qui apportent. Et ce qui est top, c'est qu'en fait dans le staff on a chacun des personnalités différentes, donc ça permet d'apporter. C'est des choses que je peux transmettre aussi dans certaines situations. On a beaucoup d'idées différentes mais qui se rejoignent, donc c'est super, on s'entend bien entre nous, il y a une bonne entente et c'est que du positif et on essaie de transmettre notre savoir et notre expérience aux jeunes. Du côté des riders, la progression est déjà perceptible. Certains ont goûté à l'international comme aux mondiaux ISA, une expérience qui change la vision de la compétition. Je pense que c'est un bon début quand même pour aller sur le CT et pour bien progresser aussi. Combiner le surf et l'école, c'est difficile aussi, parce que nous, on a l'habitude de passer notre journée dessus la plage et pas rester sur le cahier en train d'écrire, à écouter les maîtresses à nous donner des exercices. Et ça, c'est compliqué pour nous. Le projet ne mise pas uniquement sur la performance. Les études restent intégrées au programme avec école à distance ou créneaux dédiés pendant le stage. Un équilibre essentiel pour construire des athlètes complets. Alors, je fais l'école à la maison et c'est ma mère qui fait mon école. Et avec le projet, on fait aussi l'école, 2 heures tous les jours, je crois. Et ouais, sinon, c'est l'école à la maison. Comme ça, je peux y aller surfer le matin ou ça dépend à quelle heure les vagues. Et dès que je rentre, je fais un peu d'école. Encadrée par des références du surf mondial, la relève haïtienne apprend à sortir de sa zone de confort. Le projet Héritage trace une trajectoire claire, préparer dès aujourd'hui les champions de demain. Avant de se quitter, les rendez-vous à ne pas manquer. Dès mercredi 4 mars, les élèves de Tahiti s'élanceront pour la Mataya Hoe, course scolaire incontournable. Samedi 7 mars, les Vahinés du Fénou envahiront les routes de Pirée pour la bonne cause avec la mythique tahitienne. Toujours samedi, cap sur Papeari pour une autre bataille sur l'eau, la Tétoa Nui, course de va à ne pas rater. Et voilà, c'est déjà la fin du Grand JT Sport. Merci d'avoir partagé cette énergie sportive avec nous. La soirée continue sur TNTV avec Bien dans son Fari. Puis à 19h15, le lancement de Horizon Maritime. Demain, Sophie Guébel prendra le relais. On se retrouve dimanche. D'ici là, restez actifs, prenez soin de vous et sportez-vous bien. Life I gone too much in a rush. Secrets from the car keep people. No running, leaving the way that rain is coming. As we learn when time gets tough, the money system wanna get you too much. No running, leaving the way mama nature is loving. Take your time, we don't need to hurry. We dance all night until the morning. Take your time, we don't need to hurry. Take your time, we don't need to hurry. We dance all night until the morning. Girl, take your time, we don't need to hurry.